Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, tout est fin prêt pour la 19e foire internationale de Lomé. La ministre du Commerce rassure visiteurs et clients sur l'état d'avancement des préparatifs. Madame Rose Kayi-Mividor a effectué hier une visite sur le site du Centre togolais des expositions et foires CETEF Togo 2000. Êtes-vous un couple sans enfant? Désirez-vous en adopter? Vous serez bientôt satisfait. Les défis et opportunités liés à l'adoption internationale sont au centre d'une rencontre depuis hier à Lomé. Aujourd'hui, 14 novembre, journée de sensibilisation contre le diabète. Quel régime alimentaire pour une personne souffrant de diabète? Réponse à suivre avec notre invité. Et puis sport football, 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les éperviers du Togo, déjà éliminés, jouent pour l'honneur ce dimanche face à la Guinée équatoriale. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Sommet sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan. Le président de la République, Faure Sozna Singbe, s'est entretenu hier avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Les deux dirigeants ont passé en revue l'état de la coopération entre le Togo et l'Azerbaïdjan, ainsi que les perspectives de renforcement de ce partenariat, déjà lié par des accords dans les domaines des douanes et du transport aérien. Les deux pays envisagent d'élargir la relation bilatérale au secteur de l'éducation et de l'agriculture. Pour rappel, Lomé et Bakou entretiennent des relations diplomatiques depuis 2010. Et nous quittons Bakou pour Lomé et nous sommes à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a échangé hier avec le secrétaire général de la conférence de la haie du droit international privé HCCCH, Christophe Bernasconi. Les discussions ont porté sur l'atelier régional qui réunit à Lomé une douzaine de pays francophones. Ils ont aussi évoqué les autres conventions adoptées au sein du HCCH pouvant bénéficier au Togo. Christophe Bernasconi au sortir de l'entrevue. J'ai donc dans un premier temps remercié Madame le Premier ministre d'avoir accueilli cet atelier régional de la conférence de la haie de droit international privé ou la HCCH ici à Lomé. Et j'ai eu la possibilité, la chance aussi d'évoquer d'autres conventions qu'on a adoptées au sein de la HCCH et qui pourraient sans doute apporter d'autres bénéfices au Togo. Ces conventions portent sur d'autres domaines du droit de la famille international et la protection de l'enfant en général, mais d'autres conventions portent aussi sur l'aspect commercial et le doing business et comment sécuriser les investissements étrangers, comment faciliter le commerce international en prévoyant un cadre juridique efficace, aussi largement soutenu et recommandé par la Banque mondiale. Et j'ai été très impressionné de voir la célérité avec laquelle Madame le Premier ministre a tout de suite compris la pertinence de ces travaux, parce qu'elle est parfaitement consciente de l'importance de ces recommandations de la Banque mondiale, qui encouragent donc les pays à devenir partie à certaines de nos conventions. J'ai aussi eu le privilège de lui parler des bénéfices et des avantages que le Togo aurait à devenir membre de l'organisation, parce que si le Togo est parti à l'une de nos conventions et le membership du Togo donnerait un accès à un réseau, un accès à l'expérience, une possibilité de faire entendre sa voix, une possibilité de choisir les sujets sur lesquels l'organisation devrait travailler. Et Christophe Bernasconi est également au Togo dans le cadre culturel. Et justement, comment faire découvrir l'œuvre culturelle? Une trentaine de journalistes culturels de 16 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest s'y attellent depuis hier à Lomé. Cette formation, 5e du genre, vise à renforcer les compétences et la coopération entre les journalistes culturels en vue de la promotion et de la diffusion numérique des productions culturelles. Yawa Kuigan, ministre de la Communication, des médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement.
Cet atelier est opportun non seulement pour revisiter les fondamentaux du journalisme de façon générale et renforcer vos compétences dans l'analyse des enjeux propres aux industries culturelles et créatives, mais aussi et surtout pour vous familiariser avec les nouvelles dynamiques de la découvrabilité numérique. Les différentes sessions de formation, les échanges entre participants et les ateliers pratiques qui ont tout à l'heure été rappelés par Monsieur le Directeur vous permettront d'avoir les outils et les connaissances nécessaires pour devenir, à proprement parler, les porte-voix de nos industries culturelles sur les plateformes en ligne. Je voudrais que cet atelier vous permette, chers journalistes culturels d'Afrique de l'Ouest et du Centre, d'être non seulement des ambassadeurs, mais des ambassadeurs passionnés et éclairés de nos cultures. Pour le directeur par intérim de la langue française dans la diversité des cultures, Kanel Ngadia Ngoulou, cette rencontre de Lomé a une particularité. Cet atelier se veut être un moment d'échange autour de la notion de découvrabilité. La découvrabilité, qui est chère à nos amis québécois, n'est tout autre que la capacité, ou du moins la possibilité de trouver sur Internet les œuvres culturelles. Et nous avons ciblé les deux zones, donc Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. La culture est spécifique, donc il faut montrer à nos jeunes journalistes qui sont arrivés, ils sont jeunes parce qu'en fait cette fois nous avons voulu prendre comme cible justement les jeunes journalistes qui commencent, donc de 18 à 35 ans, pour leur montrer la particularité du champ qui est le leur. Donc la culture est un champ spécifique, il faudra donc insister pour qu'ils adaptent justement leur formation de journaliste à cet objet spécifique qui est la culture. Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, les couples sans enfants et qui désirent en adopter rencontrent souvent des difficultés. Des représentants de 12 pays francophones d'Afrique planchent sur le sujet depuis hier à Lomé. Il est question de mettre en lumière les défis et opportunités liés à l'adoption internationale et à la protection des droits des enfants adoptés. Émile Canfitine, Odette Pira. Dans son discours d'ouverture, Madame la ministre en charge de la protection des enfants a souligné l'urgence d'agir face aux problèmes persistants dans le domaine de l'adoption. Professeur Kosiwa Zinsou Klassou. La ratification de cette convention et sa transposition au plan national répond aux soucis majeurs du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant en toutes circonstances. Cet atelier va également permettre de mettre en avant le Togo comme modèle en matière d'adoption internationale. Le pays a su développer un cadre juridique robuste et des mécanismes de suivi efficaces qui garantissent le bien-être des enfants adoptés. Abd Nafi Maman, président du comité national d'adoption d'enfants au Togo. Le Togo a ratifié depuis 2008 et a commencé à mettre en œuvre la Convention de la Haye sur l'adoption internationale en 2010. Ces genres de rencontres montrent que le Togo fait figure de modèle dans la sous-région et dans les pays d'origine en adoption internationale. Le droit togolais protège principalement les enfants qui font l'objet d'adoption. Dans ce domaine, le Togo est très respectueux des pratiques licites, des bonnes pratiques qui sont conformes à la Convention de la Haye. Les participants vont discuter de solutions innovantes pour rendre le processus d'adoption plus accessible. Chaque enfant mérite une chance de grandir dans un environnement aimant. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Lomé accueille du 22 novembre au 8 décembre prochain la 19e foire internationale. Où en sont les préparatifs? La ministre du Commerce, Madame Rose Kayi-Mividor, a effectué hier une visite sur le site du Centre togolais des expositions et foires, CETEF Togo 2000, pour le constat. Hervé Sigbono. Madame le ministre en charge du commerce est allée s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Pour Madame Rose Kayi-Mividor, tout est au rendez-vous pour accueillir l'édition 2024 de la Foire internationale de Lomé. Aujourd'hui, tous les stands disponibles sont déjà pris et on est même à l'étroit. L'espace disponible, tout est déjà prêt. J'ai eu l'occasion également de voir les travaux qui étaient faits par rapport au cadre même. Progressivement, chaque année, on essaie de rénover. Donc, on a vu des travaux de
de réfection de la toiture, des travaux d'électricité, de peinture, de remise à neuf. On a essayé de créer de nouveaux espaces, etc. Il y a également tout ce qui est travaux de désherbage, de nettoyage de l'espace. Chaque année, ce site accueille des milliers de visiteurs et d'exposants nationaux et internationaux. La particularité de cette année, la présence du Mali comme invité d'honneur. Madame le ministre Rose Kaye Mivedor rassure agilement par rapport aux mesures de sécurité prises. Nous avons sollicité des pays amis et le Mali a accepté. Donc ils sont venus voir, ils sont assez satisfaits de tout ce qui est fait en termes de logistique. Le nombre de sponsors ne cesse d'augmenter. À partir du 22 jusqu'au 8, j'invite les visiteurs à venir. Ils verront qu'ils auront une expérience client inégalée pour éviter la queue à l'entrée. Gozem va s'occuper de la vente de tout ce qui est ticket d'entrée de façon digitale. Donc on a un parking qui peut accueillir 800 véhicules pour pouvoir sécuriser les véhicules des gens quand ils viennent pour se balader sur le site de la foire. On a également renforcé une équipe de jeunes qui vont accompagner les visiteurs à venir et j'invite toute la population à venir. Les prix n'ont pas changé. On reste toujours sur la tranche de 300 francs en semaine et 500 francs le week-end, comme ça a été vivement demandé l'année passée. Cette 19e édition est placée sous le thème « Normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché commun ». Et justement, parlant de qualité, la période des fêtes de fin d'année approche à grands pas. Vous entendez déjà peut-être les cris des bonnes femmes sur les marchés. Gbanjo, liquidation avec le piège des coûts abordables des marchandises sur les marchés où on fait fi de leur qualité. La journée mondiale de la qualité, célébrée le 2e jeudi du mois de novembre, vient nous rappeler l'importance de cette norme. Juliette Camden. La qualité est une thématique transversale. Elle concerne tout le monde et revêt une importance capitale. Quand dit-on qu'un produit est de qualité? Kofivi Lakoussan, directeur général du COTAG, comité togolais d'agrément, répond. La qualité ne se décrète pas. On ne peut pas se baser sur la couleur, sur la résistance pour décréter la qualité d'un produit. Si c'est des couleurs recommandées par la norme, les yeux peuvent détecter cela et dire que ça là, ça répond aux normes. Mais il n'y a pas que l'aspect visuel. La qualité est d'abord scientifique. Elle s'appuie sur des tests, des analyses concrètes. Pour dire qu'un produit est de qualité, il faut que ce produit-là puisse traverser un certain nombre d'étapes. Les étapes de la qualité. Est-ce que les analyses révèlent que ce produit est conforme aux normes? Le COTAG est un service technique de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement. C'est l'organisme d'évaluation à la conformité chargé de la certification au Togo, Kofivi Lakoussan. Le service de certification n'est pas encore très développé pour certifier tous les produits qui sont sur le marché. Sinon, j'allais conseiller que si un produit ne porte pas la marque de conformité du COTAG, ce produit-là n'est pas un produit de qualité. Donc à la longue, c'est ce qui va être recommandé. Que tout produit qui ne porte pas la marque de conformité du COTAG n'est pas un produit de qualité. Nous sommes à nos débuts. Nous estimons que jusqu'à la fin de l'année 2025, on peut quand même démarrer ce contrôle-là sur le marché de la qualité des produits. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Le directeur général du COTAG appelle à la vigilance en ce qui concerne les produits alimentaires. Il y a beaucoup de produits qui envahissent nos marchés. Les produits sont introduits sur le marché, vraiment on ne sait pas à quel moyen. Même il y a des productions locales également qui ne sont vraiment pas de qualité. Donc moi je m'en vais conseiller aux consommateurs que nous sommes d'être extrêmement prudents et de faire beaucoup attention. Attention à ce que nous allons prendre notre argent pour acheter et consommer. On ne va pas acheter la mort, on ne va pas acheter des maladies pour mettre dans le ventre. La Journée mondiale de la qualité encourage à explorer les moyens d'utiliser les principes de qualité pour aller au-delà du respect des normes et des réglementations. Et les principes de qualité doivent être mis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Sac au dos pour des livraisons à domicile ou assis devant des étalages. Voilà les clichés de ces jeunes qui ont décidé de mener des activités génératrices de revenus. Cet esprit d'entreprendre est célébré ce 14 novembre. Et pour l'occasion, Léontine Togima fait un zoom sur un jeune entrepreneur qui marque ses pas dans le secteur de distribution d'eau minérale.
Landry Rimou, la trentaine, est gestionnaire de formation. Face aux difficultés de trouver un emploi rémunéré, il a fait recours à l'éducation entrepreneuriale reçue de sa mère. Fort de cette expérience, il a donc décidé de s'auto-employer, d'entreprendre. Depuis mon jeune âge, maman nous a inculqué la notion d'entreprendre. Nous l'aidons à faire des petits commerces parallèles à notre formation académique. En 2016, après une situation professionnelle délicate, je me suis mis à mon propre compte tout en analysant un besoin existant sur un marché vaste. Face aux besoins sur le marché, Landry Rimou a décidé de produire, d'embouteiller et de vendre du pure water. On dit souvent l'eau c'est la vie. Après une bonne observation du marché de l'eau embouteillée, nous avons découvert qu'il y avait un besoin et surtout le besoin de qualité. Nous avons discuté avec certaines personnes qui consomment des eaux minérales embouteillées et ils nous ont donné leur avis. Alors nous avons pensé que ça serait une bonne occasion pour nous de venir sur ce marché et d'en produire et de mettre à la disposition des clients. Entreprendre. Être son propre patron ne veut pas dire dormir sur ses lauriers. Pour Landry Rimou, l'entrepreneuriat est un exercice au quotidien. Le quotidien au niveau de la production jusqu'à la distribution, jusqu'à la disponibilité de l'eau sur le marché est un quotidien tellement rythmé. Nos difficultés sont relatives aux facteurs de production, la main-d'œuvre, s'assurer sa disponibilité et son efficacité, le capital financier qui est le nœud de l'activité à cause de sa raréfaction et surtout du manque d'accompagnement des institutions financières. J'encourage la jeunesse à s'essayer à l'entrepreneuriat. La jeunesse, avant d'entreprendre, doit toujours se donner un grand bol d'espoir, avoir toute la patience nécessaire afin de réussir cette activité, pas du tout facile, mais passionnante. La réussite est toujours au bout de l'effort, dit-on. Autre journée toujours observée ce 14 novembre, la journée mondiale de lutte contre le diabète. En quoi consiste le régime alimentaire d'une personne souffrant du diabète? Réponse avec Dr Damien Kouvahe, spécialiste à la clinique de l'Alliance à Lomé Enfants de Journal. Sport football, éliminé de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Les éperviers du Togo clôturent la campagne africaine en recevant ce dimanche la Guinée équatoriale au stade de Kégué à Zonko-Sénamé. Ce sera un match sans enjeu, mais bien important pour l'orgueil et la dignité du football togolais. 2 buts partout au match aller à Malabo, Nibombe Daré et ses hommes ont l'obligation de gagner face à la Guinée équatoriale lors de cette dernière journée, histoire de gommer cette mauvaise image que le public a de cette sélection. Et pour y parvenir, les éperviers fanions doivent aussi corriger les erreurs constatées dans la rencontre face au Libéria mercredi. Nibombe Daré, sélectionneur national. On a eu des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Il nous a manqué du réalisme dans le rectangle de la Libéria. Nous, on doit travailler sur le fond de la finition, d'être plus tueurs dans le rectangle adverse. Il n'y a que de cette façon que nous pouvons gagner les matchs à venir. Faut-il le rappeler, Togo-Guinée équatoriale, c'est ce dimanche à partir de 16h au stade de Kégué à Lomé. Et les matchs de la 5e journée se poursuivent. Ce jeudi, dans le groupe E du Togo, les qualifiés s'affrontent. La Guinée équatoriale joue l'Algérie à 13h. À la même heure, le Lesotho reçoit la Centrafrique. Face à face, Soudan du Sud et Congo. À 15h, le Burundi défie le Malawi. Puis à 19h, derby ouest-africain entre le Bénin et le Nigeria d'une part et Burkina Faso-Sénégal de l'autre. Et nous terminons avec l'invité de la rédaction. Votre taux de sucre vous fait yo-yo. Attention, vous souffrez peut-être du diabète. Cette maladie, à l'échelle mondiale, touche plus de 500 millions de personnes. Au Togo, le mal affecte entre 6 et 7% de la population. Pour justement sensibiliser la population sur cette maladie qui touche les hommes, les femmes et les enfants de tous âges, chaque 14 novembre est déclarée journée de lutte contre le diabète. Une fois déclaré diabétique, sachez que vous devez suivre un régime alimentaire spécialisé. En quoi consiste le régime alimentaire d'une personne souffrant du diabète? Réponse avec Dr Damien Kouvahe, spécialiste de la clinique de l'Alliance à Lomé. Il est au micro de Gerson Dovo et Nabara Nafara Noudar. C'est l'invité de la rédaction. Docteur Damien Kouvahe, c'est quoi le diabète? Le diabète est une maladie qui est caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une augmentation du taux de sucre dans le sang. Et ceci est lié à une insuffisance quantitative ou qualitative de l'insuline. Quels sont les différents types de diabète? Le diabète de type 1.
Le diabète de type 1, c'est le diabète des jeunes, des enfants. Et il y a un problème au niveau de la sécrétion de l'insuline pour plusieurs causes. Le pancréas qui sécrète l'insuline n'a pas sécrété l'insuline, ou il y a un problème à l'utilisation de cette insuline qui, des fois, n'est pas reconnue par son propre organisme et donc insuline incapable de transporter du glucose. Le diabète de type 2, qu'on considère comme le diabète de l'adulte, est un diabète qui survient après plusieurs années de vie. On a mangé beaucoup sucré, beaucoup salé, beaucoup gras. Il y a des facteurs de risque qui étaient associés, des facteurs familiaux, etc. Et il va avoir un problème de résistance à l'insuline. On a de l'insuline, mais l'insuline n'arrive plus à travailler. Le diabète gestationnel, le diabète de la grossesse, qui survient souvent à partir du 2e, 3e trimestre de la grossesse, et qui est causé en fait par les perturbations physiologiques de la grossesse, vont entraîner une grossesse sur 10, et qui normalement disparaît après l'accouchement. Quelles en sont alors les causes, docteur? Aujourd'hui, les maladies non transmissibles en général, quand nous parlons du diabète, nous parlons des cancers, de l'hypertension, en tout cas des maladies non transmissibles en général. Le lit de ces maladies non transmissibles se fait par 4 éléments que nous citons souvent: la sédentarité, la consommation du tabac, la consommation de tout ce qui est trop sucré, trop salé, trop gras, et la consommation de l'alcool. Docteur, nous savons tous très bien qu'il n'y a pas de cause sans conséquence. Quelles sont alors les conséquences du diabète? Ça peut donner un AVC, donc une paralysie, un accident vasculaire cérébral, des paralysies, ou le coma ou le décès. Ça entraîne une maladie au niveau du cerveau qu'on appelle l'encéphalopathie diabétique. Ça peut toucher le cœur, entraîner une insuffisance cardiaque, un arrêt cardiaque. Ça peut toucher le rein, insuffisance rénale. Ça peut toucher l'appareil génital et entraîner une impuissance sexuelle chez l'homme ou une stérilité chez la femme. Ça peut toucher les yeux et entraîner des complications oculaires. Ça touche le pied et entraîne une certaine panoplie de lésions, de déformations, de plaies au niveau du pied qu'on appelle le pied diabétique, qui puisse aboutir à l'amputation. Et docteur, y a-t-il des signes alerteurs? On a souvent une soif excessive, une faim excessive, des urines fréquentes. Il sera très fatigué. Le diagnostic du diabète est un diagnostic de dépistage, c'est-à-dire qu'on doit faire une analyse qu'on appelle la glycémie. Et donc c'est pas parce que je n'ai pas ces signes que je n'ai pas le diabète. Il faut noter que le diabète peut être découvert de manière fortuite au cours d'une complication. Des fois, certaines, c'est au cours d'un dépistage isolé. C'est pour faire comprendre que le diabète peut évoluer sur plusieurs années de manière insidieuse et n'apparaître qu'au cours d'une complication. Donc, les auditeurs n'attendent pas d'avoir un signe pour dire que j'ai le diabète ou pas. Il faut que on fasse du dépistage. Docteur Kouvahe, quel régime alimentaire les diabétiques doivent-ils suivre? Réduire tout ce qui est trop sucré, trop salé, trop gras. Manger beaucoup de légumes, réduire les glucides rapides. Arrêter la consommation du tabac, de l'alcool et des boissons sucrées. Revoir même son mode de vie avec une alimentation à des heures précises. Faire beaucoup d'activités physiques, au moins 30 minutes de marche rapide tous les jours. Et puis après les mesures régionodiététiques, on mettra les médicaments. Docteur Damien Kouvahe, spécialiste en diabète de la clinique l'Alliance de Lomé, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, quelque peu long, actualité oblige. Merci de nous avoir suivis et bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg